Bonjour à tous et bienvenue dans votre trotteur. Tout au long de l'année, nous explorerons la culture d'un pays dans un de ses moments de vie les plus importants, les élections. Aujourd'hui, nous partons pour la République de Namibie. Ah, Namibie. À part un pays aux bordures de l'Afrique australe, cette nation ne vous dit peut-être pas grand-chose. On y parle principalement l'anglais, mais aussi l'allemand, l'afrikaans, l'oshivambo, le rukangvari, le nama, le kishan et le setswana, autant de langues que de cultures pour cette nation pourtant majoritairement habitée par le désert. Avec seulement 2 millions d'habitants, la Namibie attire surtout le regard grâce à ses safaris et ses paysages à couper le souffle. Mais la Namibie, ce n'est pas seulement ça. De la colonisation par les Allemands aux poissons, en passant par le rugby et les histoires contées, voilà en quelques mots le cocktail que vous réserve cette toute première émission. Alors, embarquez avec nous dans ce tour du pays du désert aux 1001 secrets. Nous commençons notre visite avec un peu d'histoire. Bonjour Damien. Bonjour Estelle. La Namibie est l'un des pays le plus jeunes d'Afrique, vieille d'un peu moins de 15 ans. Elle n'existe réellement que depuis 1990 et c'est en partie dû aux différentes colonies qui ont marqué l'histoire du pays. Dites-nous-en un petit peu plus, Damien. Eh bien Estelle, le sud-ouest africain, ça vous parle ? Alors j'avoue que c'est un petit peu flou. Eh bien c'est le nom donné à la Namibie avant cette fameuse date clé de 1990, l'année de son indépendance. Transgaripe aussi, si vous trouvez ça plus mignon, l'appellation est également valable. 2 colonies se sont succédées en Namibie, je commence par la deuxième, l'Afrique du Sud, un pays frontalier. Et tenez-vous bien Estelle, l'Allemagne, le pays se trouve quand même à 8000 km. C'est à partir de 1885 que les Allemands conquièrent le pays pour ses mines de diamants présentes dans la baie de Lüderitz. Pendant 30 ans jusqu'en 1915, grosso modo le début de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne occupera le territoire et cette invasion du pays est entre autres marquée par le massacre des Herero. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette sombre page de l'histoire namibienne. Les Herero font partie des Bantous, l'une des nombreuses ethnies présentes en Namibie. En 1904, les Herero étaient 80 000, en 1911, ils n'étaient plus que 16 000. Pourquoi ? Les Herero ont été victimes d'un génocide mené sous le Deuxième Reich. Un nom y est associé, Lothar von Trotha, le commandant des forces coloniales allemandes en Afrique orientale. C'est lui qui s'est illustré dans le massacre des Herero. Et après 1915, l'Afrique du Sud s'est installée dans le sud-ouest africain. Officiellement, en 1920, la Société des Nations, l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies, donne un mandat à l'Afrique du Sud pour administrer le sud-ouest africain. Pas de massacre cette fois-là, mais le territoire namibien n'échappe pas à la politique de l'apartheid, ces fameuses lois ségrégationnistes sud-africaines. À titre d'exemple, le Natives Land Act voté en 1913 permettait aux colons blancs d'acquérir les bonnes terres. Les Noirs, pourtant majoritaires, se trouvaient essentiellement retranchés dans le nord du pays, dans des réserves. Comme dans tout pays répressif, Estelle, des mouvements de contestation se sont créés. Le mouvement de libération nationale namibien, connu sous le nom de SWAPO, voit le jour en 1960. Le sud-ouest africain est alors théâtre de guérilla entre l'armée sud-africaine et cette organisation indépendantiste, loin d'être pacifique qu'on se le dise, mais la Namibie finit par choisir l'indépendance en 1990, une autonomie toutefois relative, puisque son commerce extérieur reste largement tributaire de l'Afrique du Sud. Merci beaucoup Damien pour ce flot d'informations historiques. Nous voilà parés de quelques bases pour mieux comprendre la culture de la mystérieuse Namibie. Si vous êtes un peu perdu, ne vous inquiétez pas, votre auteur vous confie les 3 infos insolites sur la Namibie pour pouvoir briller en société en toutes circonstances. Bonjour Romain. Bonjour Estelle. Alors au menu d'aujourd'hui, un peu de géographie, une pincée de médailles, mais avant tout, l'entrée. La Namibie serait donc meilleure que nous en liberté de la presse ? Et c'est sans doute le détail à retenir pour briller en société, surtout en période d'élection. Selon le très sérieux classement 2014 de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, la Namibie est le mieux noté des pays africains. Elle est aussi le 23e mondial, juste devant la Belgique et loin devant la France et sa 39e place. Une presse de qualité qui trouve ses racines dans la jeune histoire du pays. En 1991, les Nations Unies décident d'organiser dans la capitale Windhoek un séminaire de réflexion sur le développement d'une presse africaine. À l'issue de cette rencontre, la déclaration de Windhoek sur la promotion des médias indépendants et pluralistes est adoptée le 3 mai. Elle rappelle qu'une presse libre et indépendante est nécessaire à toute démocratie. En 1993, c'est d'ailleurs en commémoration de cette date et de cette déclaration que l'ONU déclara le 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse.
Après cette anecdote historique, passons désormais à la géographie. Savez-vous, Estelle, ce qu'est un quadripoint ? Et je n'en ai encore une fois aucune idée. Eh bien, c'est normal, c'est un phénomène géographique très rare qui désigne le recoupement en un seul point de 4 frontières. Et le seul quadripoint au monde qui rassemble les frontières de 4 pays différents se trouve en Namibie, et plus précisément à l'extrême nord-ouest du pays, au niveau de la bande de Caprivi. Cette queue de poêle namibienne, située entre la Zambie et le Botswana, débouche sur le fleuve Zambèze. C'est en son sein que se trouverait le quadripoint reliant les frontières de la Namibie, de la Zambie, du Zimbabwe et du Botswana. J'insiste bien sur le conditionnel quand même, car les géographes les plus tatillons doutent de son existence. Les tracés frontaliers restent imprécis dans cette partie du monde, et donc pour ces maniaques de la cartographie, le quadripoint sera en fait 2 tripoints séparés d'une petite 50aine de mètres. On termine par une petite touche olympique avec Frank Fredericks. Ce nom vous est sans doute inconnu, ou alors vous pensez que c'est le nom civil de Francky Vincent. Mais non, il s'agit en fait du plus grand athlète olympique de l'histoire namibienne, car le seul à avoir apporté des médailles au pays. 4 plus exactement, et toutes d'argent. Et au risque de conforter Willy Sagnol dans ses clichés, c'est bien en sprint que l'athlète namibien s'illustre. Il termine second sur les distances de 100 et 200 mètres aux JO de Barcelone et d'Atlanta en 92 et 96. Et malgré son ancienneté, certains des records de Fredericks tiennent encore. Il reste le recordman des Jeux du Commonwealth sur 200 mètres, un record établi à 19 secondes et 97 centièmes, établi en 94. Et enfin, il est toujours à ce jour le plus vieil athlète à être passé sous la barre des 20 secondes sur 200 mètres. En 2002, et à l'âge de 34 ans et 283 jours, Francky en avait encore sous le capot, puisqu'il s'offrait le luxe de couvrir la distance en 19 secondes 96 centièmes. Un record plus qu'honorable. Merci Romain. Wana yona wa shitaga okupathisha mo bagolo we me ga gona opo ya motisa ga gona teke kholo alela 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 are bagolo tisa we alela 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 are tisa we ba ga etso are tise bana ba lona we Didi mala, mwana wa khamnewe. Didi mala we, mwana wa khamnewe. Didi mala, mwana wa khamnewe. Didi mala we, mwana wa khamnewe. Elemoto, un chanteur namibien originaire du désert du Kalahari qui couvre une large partie du Botswana ainsi que le sud-est de la Namibie et le nord-ouest de l'Afrique du Sud. En Namibie, la pêche est l'un des premiers contributeurs à l'économie et c'est notamment parce que le pays bénéficie d'un courant très riche en poissons, le courant du Benguela. Ça a complètement fasciné Maëva qui va nous expliquer tout ça en plus de détails. Alors tout le monde ne connaît pas nécessairement bien la Namibie et surtout de quoi on vit en Namibie. Ce petit pays reste largement tributaire de ses ressources naturelles, parmi elles les diamants, l'agriculture, mais aussi la pêche. Moi, je me suis intéressée plus précisément à la pêche. Il faut savoir que cette activité est le 3e contributeur à l'économie namibienne. La pêche représente en effet 5,6% du PIB et emploie plus de 100 000 personnes. La plupart des poissons pêchés dans les eaux namibiennes sont ensuite exportés vers l'Espagne. Il s'agit essentiellement de colins, de merlus, de chinchards et de sardines, même si on trouve également des crustacés comme la langouste et le crabe. Mais la Namibie cherche aujourd'hui de nouveaux débouchés, notamment en Asie, pour des espèces telles que l'ormeau. Au total, les ventes de poissons de la Namibie représentent 30% des recettes d'exportation du pays, soit 350 millions de dollars. Comment expliquer que la pêche soit aussi dynamique dans le pays ? Alors Estelle, il faut savoir que si cette activité fonctionne si bien en Namibie, c'est en partie parce que le pays bénéficie d'atouts géographiques. Le courant du Benguela, qui coule depuis le sud de l'Angola, en passant par la Namibie jusqu'en Afrique du Sud, fait partie des 4 systèmes d'upwelling au monde. Vous me direz, c'est quoi un système d'upwelling ? Le système est complexe, mais pour faire simple, disons que les upwelling sont des courants provoqués par des vents venant de la côte qui induisent des remontées d'eau profonde. Ces eaux sont chargées en nutriments et impliquent alors une production biologique très forte.
Concrètement, cela se traduit par le développement de la faune maritime, autrement dit les poissons. Ce qui, moi, m'impressionne tout particulièrement, c'est qu'il n'existe que 4 systèmes de poling au monde et qu'ils ne représentent que 3% de la superficie totale des océans. Pourtant, 40% de ce qui est pêché chaque année provient de ces courants. Ah oui, c'est effectivement assez énorme. Merci Maëva pour ce point fort souvent ignoré de l'économie namibienne. Et maintenant, passons à une petite touche sportive avec Paul. Petite devinette Estelle, vous connaissez les All Blacks, les Wallabies, les Pumas, les Springboks, mais est-ce que vous connaissez les Weltwichas ? Que de devinette aujourd'hui ? Non, je ne dois avouer que là encore, je sèche. Eh bien, c'est une plante endémique du Namib, et c'est comme ça que les Namibiens surnomment leur équipe de rugby. Alors, la Namibie en rugby, c'est un peu de très bon, mais surtout du très mauvais, et ce depuis de longues années. Car le ballon ovale existe en Namibie depuis presque un siècle. C'est en 1916 que les Afrikaners l'ont implanté en Afrique du Sud, avant de créer une union sportive en 1931. Du coup, la Namibie participe jusqu'à son indépendance à la Currie Cup, la Coupe des provinces d'Afrique du Sud, mais elle n'y brille pas vraiment. Elle ne participe à aucune finale, et ce n'est qu'en 1989 qu'elle grimpe à la 3e place. Et tant que le pays n'a pas de statut d'État souverain, l'équipe de Namibie voit filer ses meilleurs joueurs à la sélection sud-africaine. C'est notamment le cas de l'arrière mythique Percy Montgomery, qui deviendra champion du monde en 2007. Ah oui, difficile dans ces conditions de rester compétitif. Il faudra attendre l'indépendance pour que le pays garde ses meilleures pépites. Et oui, dès 1990, la Namibie commence à se frotter aux meilleures équipes du monde et parvient à arracher 10 victoires en 1991, dont 2 contre l'Italie, puis 2 contre l'Irlande. La machine est lancée et la Namibie parvient à se qualifier pour la Coupe du Monde en 1999 au Royaume-Uni. Hélas, elle n'en profite pas et rentre à la maison sans aucun point. Une constante depuis, puisque tous les 4 ans, les Weltwichas accumulent les défaites, comme le naufrage record 142-0 face à l'Australie en 2003. Sans être aussi démonstratif, le 15 de France avait lui aussi infligé une petite raclée de 13 essais à la Namibie en 2007. Mais cette fois, Bratley Langenhoven avait pu arracher un essai dans les dernières minutes. Elissalde encore pour Josion. Oh, l'interception! Et l'essai de la Namibie! Il va y aller, il va y aller! Il va aller au bout! Eh ben c'est bien! Eh ben c'est bien! Cet essai inscrit par Bratley Langenhoven, lui qui souffrait de crampes tout à l'heure, oh, qui va avoir du mal à se relever dans l'en-but. Alors, à vous attendre, Paul, on dirait que les Weltwichas sont vraiment un cas désespéré. Pas forcément, vu qu'au niveau continental, il n'y a pas grand-chose à reprocher à une équipe 4 fois championne d'Afrique en 2002, 2004, 2009 et 2014. En septembre 2015, les Weltwichas joueront en Angleterre leur 5e Coupe du Monde de suite. Et l'important, c'est de participer, non ? Exactement. Merci Paul pour cette belle leçon d'esprit sportif. The distance speaks, no turning back, there's only road ahead. I broke your heart, got to carry the pain, and now I go my way. The rules of love are written in those clouds above. I tell no lie, I know we had our time, but now we say goodbye. Though it's raining, words escaping me, no explanations to how I feel. All the letters could fall into patterns, but the sentences would make no sense. And though it's raining words telling you how I feel, telling you how I feel, remains difficult to reveal. And though it's raining words telling you how I feel, telling you how I feel, remains difficult to reveal. Alors Maëva, dites-nous-en un peu plus sur votre superbe découverte. Alors ça a été le gros coup de cœur avec Shishani, qui est une chanteuse née en Namibie, d'un père belge et d'une mère namibienne. Donc elle s'est fait remarquer lors des Namibian Awards en 2011. Au travers de cette musique soul, elle aborde souvent des questions sociales qui se posent dans son pays d'origine, donc en Namibie. Et en octobre 2014, elle faisait partie des finalistes du prix découverte de RFI. Ah oui, merci beaucoup d'avoir partagé cette superbe chanson avec nous aujourd'hui, Maëva. Ce 28 novembre donc, la Namibie choisira son nouveau président et les nouveaux membres de l'Assemblée nationale. Alors Cyrielle, pouvez-vous nous expliquer un peu comment fonctionne exactement le système namibien ?
Alors Estelle, le système est assez proche du nôtre en réalité. La Namibie est une république à régime présidentiel et comme chez nous, le président est élu pour 5 ans au suffrage universel. D'ailleurs, pour la première fois cette année, les Namibiens pourront voter par la voie électronique s'ils le souhaitent. Pour ce qui est du pouvoir législatif, il est aussi partagé entre 2 chambres, l'Assemblée nationale, composée de 78 membres, et le Conseil national, à visée plutôt consultative. Mais pour en revenir au présidentiel, à l'issue du scrutin du 28 novembre, l'Assemblée sera obligatoirement mixte. Et il est aussi important de noter, Estelle, que le président ne pourra pas cumuler plus de 2 mandats. Et pourquoi c'est donc si important de le noter ? Car l'actuel président, Hifikepunye Pohamba, qui est au pouvoir depuis le 2005, ne peut pas se représenter pour ces élections puisqu'il a déjà effectué ses 2 mandats. Hage Geingob, le vice-président du Southwest African People's Organization, le parti dominant du pays, part donc grand favori pour lui succéder. Et si le scénario se confirmait, Geingob serait le premier chef d'État namibien non issu de l'ethnie majoritaire, les Ovambo, puisque lui-même est issu de l'ethnie des Damara. Alors Cyrielle, quels sont les enjeux exactement de ce vote ? Alors, il est peu probable que le SWAPO n'obtienne pas la majorité des voix. Depuis 1999, il recueille en moyenne 3/4 des suffrages. Mais ce n'est pas gagné pour autant. Pour ces élections présidentielles, 8 partis d'opposition sont représentés, bien que très faibles, divisés et repliés sur des niches ethniques. Un seul parti sort vraiment du lot et pourrait peut-être donner du fil à retordre à Geingob, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès. Il avait obtenu 11% des voix aux dernières élections en 2009. Mais ce n'est pas véritablement étonnant, car il est lui-même issu d'une scission du SWAPO. Merci beaucoup Cyrielle pour ces précisions. Nous aurons les réponses à nos questions le 28 novembre prochain, après le résultat des élections. Il est maintenant malheureusement temps de nous quitter. Il est malheureusement bientôt temps de se quitter, mais d'abord, Fanny nous a réservé un petit conte namibien pour un retour à la réalité tout en douceur. En douceur, pas si sûr, car les contes namibiens ne sont pas toujours très tendres. Et celui que je vous ai déniché nous vient de l'est de la Namibie, de la réserve du Kalahari, une réserve qui abrite l'un des peuples les plus anciens du monde, la tribu des San. Les San vivent en Afrique australe depuis plus de 44 000 ans. Vous imaginez ? 44 000 années de légendes et d'histoires transmises oralement, de génération en génération. Une tradition ancestrale qui évoque aussi bien la faune, la flore, les hommes, leur environnement, leurs croyances, la vie, la mort. Les divinités y prennent plusieurs formes, comme la lune ou la menthe religieuse. Alors écoutez bien. Voici, selon les San, comment l'humanité a appris qu'elle était mortelle. Du temps des premiers hommes, la lune chargea la menthe religieuse d'informer les vivants d'un important message, celui de leur mortalité. Sa parole était la suivante, sage et pleine de promesses. Un jour, je mourrai, mais en mourant, j'apporterai la vie. Et de la même façon, un jour, vous mourrez, mais en mourant, vous aussi, vous apporterez la vie. La menthe religieuse s'en alla porter le message, mais un être de si petite taille était bien incapable de voir jusqu'à l'horizon. Elle se perdit plusieurs fois. Le lièvre vint alors à sa rencontre. En l'interrogeant sur les motifs de son errance, il comprit qu'elle portait un message de haute importance. « Je vais moi-même le porter, pensa-t-il. Puisqu'il est si important, il m'apportera la gloire et la célébrité. » Et il s'en alla à toute vitesse. Mais c'est bien connu, les lièvres sont des êtres farfelus. Plus c'est bon le rapprocher du village, plus son esprit s'embrouillait. Quand il arriva devant les hommes, son message était bien éloigné de celui confié par la lune. Voici ce qu'il rapporta. « Un jour, je mourrai, et de la même façon, peu à peu, vous, les hommes, vous disparaîtrez. » Quand la lune apprit l'erreur de l'animal, elle le punit d'un violent coup de bâton, marquant définitivement d'une fissure son museau et ses lèvres. Et depuis ce jour, par la faute du lièvre, les hommes ont craint la mort. C'était un extrait des musiques traditionnelles des Bushman Juwansi from Namibia. Merci beaucoup Fanny pour cette leçon pleine de sagesse.
C'était la première émission de Votre Auteur. Merci à tous les épatants chroniqueurs d'avoir autant contribué à cette émission, qui sera sans aucun doute la première d'une très longue série. Nous voudrions remercier l'école de journalisme du CELSA pour nous donner accès au studio radio ainsi qu'à toute cette technique. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un tout nouvel épisode de Votre Auteur.